Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous sommes en direct. Est-ce qu'on est en direct, Jordan? On est en direct, me dit Jordan. Bienvenue. Nous sommes sur Facebook, sur la page Facebook d'Objectif CRPE et nous sommes en direct pour la grande dictée de rentrée. Quelle joie, quelle fête. Je me réjouis de ce moment qu'on va partager ensemble. Un moment dédié à l'orthographe. Un moment dédié aussi à la préparation du CRPE parce qu'on va travailler utile et on va travailler, j'espère, dans le plaisir. Pour moi, c'est une vraie fête, je vous le dis, que de partager cette dictée avec vous. On a sué sang et eau avec Claire qui est de l'autre côté de l'écran et de l'autre côté du mur de mon studio au 103 boulevard Saint-Michel et qui a conçu pour vous cette dictée et tout le poli qui l'accompagne. Elle vous a tendu des pièges redoutables. Je ne suis pas responsable de ça et je suis dans la même galère que vous parce que je vais devoir moi aussi me débattre avec quoi? Avec l'accord du participe passé. Bien sûr, on reviendra sur les cas simples, mais il y aura les fameux cas complexes, ceux qui échappent assez largement à notre compréhension. Il y aura des choses sur le mot leurre. Qu'est-ce que c'est que ce mot leurre? Bonjour Mallory, Véronique, Marline, Morgane, Amine, Stéphanie, des coquelicots. Bonsoir aux coquelicots. Très heureux de vous retrouver ce soir. Dites-moi si vous faites partie de cette vénérable team de candidats au CRPE 2020. Les coquelicots, je vous salue. Et je salue aussi tous les autres et ceux qui nous rejoindront peut-être et ceux qui ne nous rejoindront pas non plus. Soyez tous les bienvenus. US, soyez tous et toutes les bienvenus. US et UES ou peut-être même U, point médian, ES, car la fête de l'orthographe, c'est ça aussi. On va voir passer des trucs invraisemblables et il va falloir se débattre avec ça tout en gardant en tête que le but du jeu, c'est de devenir professeur des écoles, de réussir haut la main les épreuves écrites du CRPE pour pouvoir s'exprimer à l'oral et gagner une chance de devenir professeur. Bonsoir tout le monde. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si ça se passe. Bonjour Hélène, Doc Roger. Bonsoir, quel plaisir. J'ai pas fini ma petite liste. J'ai pas fini mon programme. Je vous le remets quand même. Je suis perdu dans mes scènes et nous y revoilà. J'ai pas fini ma petite liste de courses. On va parler de l'orthographe du son et on va parler du ou avec ou sans accent. On va parler du a avec ou sans accent. On va parler de votre avec ou de vôtre sans on va parler de votre sans accent et de vôtre avec accent. On va parler conjugaison, du passé simple. On va parler aussi d'un autre mode qui s'appelle le subjonctif. Et tout ça, je vous le donne, c'est cadeau. Je vous annonce à l'avance les thématiques grammaticales que nous avons choisi de mobiliser dans cette dictée, conformément aux instructions que j'ai lues religieusement. Où ça d'après vous? Combien de temps pour la dictée? On est ensemble pour, à mon avis, au moins 1h30. Parfait pour le son est parfait, quel plaisir ça me fait d'entendre ça dans ces périodes difficiles. donc, bug, non, non de bug, tout va bien. Bug, comment est-ce que ce mot existe dans le dictionnaire d'après vous, le mot bug? Il y a des mots qui apparaissent, il y a des mots qui disparaissent, il y a des mots qui changent d'orthographe, on va parler de ça aussi ce soir. Bref, nous avons plein de choses à nous raconter. Eduscol, merci pour la réponse Vanessa. Effectivement, c'est dans Eduscol que j'ai lu cette idée qu'il est bon d'annoncer par avance aux élèves les sujets dont on va s'occuper pendant cette dictée, qu'ils sachent exactement quels sont les points de grammaire qu'ils vont devoir mobiliser. Et c'est en effet dans les programmes du cycle 2, on y reviendra probablement tout à l'heure parce que j'aimerais avant de vous lancer et vous pouvez d'ores et déjà préparer une feuille, un crayon. Il va y avoir très bientôt une grande dictée, mais temps de laisser peut-être arriver quelques retardataires, j'aimerais vous faire une brève histoire de la dictée. Pourquoi? Parce que vous êtes candidat au CRPE et que la dictée est l'exercice scolaire par excellence. Et j'ai vraiment, ça va être très court à mon avis, en 5 minutes c'est torché, peut-être 10, on va voir, mais cette brève histoire, c'est quelques flashs
historique. D'abord, le premier, c'est 1634, la fondation de l'Académie française par le cardinal de Richelieu, sous Louis XIII. Pourquoi c'est pas l'invention de la dictée, d'accord, mais c'est l'invention de l'orthographe au sens normatif de la chose, c'est-à-dire il n'y a qu'une orthographe et un exercice comme la dictée va nous permettre de savoir si les gens la manient correctement, la respectent ou au contraire enfreignent les lois de l'orthographe. C'est ce XVIIe siècle français classique, c'est l'invention d'une orthographe qui peut évoluer, et les éditions successives du dictionnaire la font évoluer, mais qui est quand même extrêmement normative au sens où elle édicte des règles et que les enfreindre est une faute. Et donc, c'est le début de tout. Parce que avant ça, inutile de vous dire que un Montaigne, un Rabelais par exemple, qui sont des écrivains de quelle époque? Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous avez bossé vos mouvements littéraires? Est-ce que vous savez me dire Rabelais, Montaigne, le siècle? Peut-être un courant littéraire, un mouvement littéraire. Et pourquoi je vous parle de Montaigne et de Rabelais? Parce que eux ne se privaient pas d'orthographier le même mot différemment d'un texte à l'autre. Stéphane Bern, on me compare à Stéphane Bern, je ne sais pas comment il faut que je prenne ça. 18e siècle, pas tout à fait, non. 15e Florence, non plus, il faut taper entre les deux, c'est le 16e siècle, c'est le mouvement de... Ouais, merci Armel. Alors peut-être que le mouvement va sortir. Élodie, Armel, à quel mouvement littéraire voulez-vous rattacher ces auteurs, Montaigne, Rabelais, dont je parle, qui, eux, croyez-moi, qu'ils ne s'embarrassaient pas de scrupules orthographiques et que ce n'était pas, ils ne se disaient pas qu'ils avaient fait une faute d'orthographe quand ils avaient orthographié le même mot différemment d'un texte à l'autre. Non, c'est pas les Lumières, certainement pas. On peut parler de l'humanisme, c'est le mot que j'attendais. Donc, l'humanisme, 16e siècle, on va dire, 17e siècle, classicisme, et le classicisme, c'est l'ordre, la rigueur, c'est la loi, c'est la règle, les fameuses règles de Boileau, etc. Et c'est l'Académie française qui va édicter la règle orthographique. Fais un grand bond dans l'histoire et on se retrouve au 19e. 2 siècles plus tard, en 1830, la dictée en tant que telle fait son apparition dans les écoles et elle y est toujours restée depuis. On va parler de ses vicissitudes, mais la dictée, depuis 1830, est toujours restée un exercice présent dans les écoles. En 1857, Napoléon III fait 75 fautes d'orthographe à la dictée de Mérimée. L'impératrice Eugénie, qui était commanditaire de cette dictée, qui avait demandé à Prosper Mérimée, l'écrivain que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a écrit un roman de vendetta, Colomba, qui est assez fameux, l'impératrice Eugénie, 64 fautes, et le diplomate autrichien Metternich, dont le français était peut-être quand même en fait une langue maternelle, parce qu'il ne fallait peut-être pas être français pour que le français soit sa langue maternelle à cette époque-là, il s'en tire avec 3 fautes d'orthographe. Et c'est vous dire que la dictée était devenue, en ce 19e siècle, non seulement un exercice scolaire hyper répandu, mais un divertissement goûté par la bonne société qui se délectait de compter les fautes d'orthographe. Hein. C'est l'époque aussi où la faute d'orthographe émerge comme concept. La faute d'orthographe, on les compte et on joue ce divertissement, à ce divertissement raffiné entre adultes de bonne compagnie. Voilà, 1857. Je continue et je vais sauter, non. 1882, date qui, pour vous, candidats au CRPE, est familière parce que c'est l'époque des lois Ferry. Et la deuxième des grandes lois de Jules Ferry est une loi qui rend l'instruction primaire obligatoire de 6 à 13 ans. D'accord ? Là, très récemment, c'est passé de 3 ans. On a encore reculé l'âge de début de scolarité obligatoire, mais de 6 à 13 ans. Et à 13 ans, qu'est-ce qu'on passe ? On passe son certif. Et le certif, il y a la dictée. Et la dictée est l'épreuve reine du certif. Plus de 5 fautes au départ. Dans la première version du certificat d'études primaires, plus de 5 fautes entraînent un échec. Et on est recalé au certif si on fait plus de 5 fautes d'orthographe à la dictée.
en 1989. Donc on est beaucoup plus tard, plus d'un siècle plus tard. On avance? Ah, Claire me dit qu'il faut que, parce que ils veulent la dicter, c'est ça? D'accord, mais ils vont la voir. Attendez, on a tout notre temps, non? J'avance. Claire me dit d'avancer plus vite. Je dois coucher mes gamins. Alors, le live sera disponible en replay pour tous ceux qui devraient nous quitter en cours de route, mais restez avec nous parce que la dictée arrive. Et c'est important, si vous êtes candidat au CRPE, vous devriez tirer parti de ces quelques rappels historiques parce que l'école d'aujourd'hui est le produit de cette histoire. Et donc aujourd'hui, la dictée est encore là. Au brevet qui a remplacé le certif, c'est encore une épreuve qui est présente. Les 5 fautes ne sont plus là, évidemment, et Dieu sait qu'on a adouci le régime. En 2018, c'est ma dernière date, et après, c'est fini de l'intro historique. Mais en 2018, retour en force de la dictée dans les programmes scolaires avec une dictée par jour au cycle 2. C'est quoi ça? C'est les ajustements de programmes qui sont parus en 2018. Donc, sous Blanquer, on a des clarifications et ajustements de programmes qui font que la dictée, qui était pas du tout absente des programmes 2015, parus au moment où Najat Vallaud-Belkacem était ministre, la dictée, qui n'était pas absente, fait un vrai retour en force avec notamment une mesure quasiment slogan qui est de dire une dictée par jour au cycle 2. Et effectivement, on peut le vérifier dans Eduscol. Est-ce que vous voulez? Bon, alors, c'est intéressant, ça va. Je peux prendre mon temps? Je peux vous montrer 2 minutes, quoi. Vous m'accordez combien de temps sur Eduscol, sur les programmes, sur cette affaire de dictée? Moi, je trouve ça intéressant. Donc, je n'écoute personne, je fais mon dictateur et je vais faire un tout petit tour sur Eduscol pour vous parler de la dictée dans les programmes. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, elle n'était pas absente, elle est revenue en force. Rien n'est plus simple que de vérifier ça. On va au cycle 2, on a dit, on va dans le programme des enseignements, et vous arrivez là. Sur les programmes 2018, texte consolidé, vous voyez ce charabia qui est là, il est vachement important, hein. Il nous dit ce qui s'est passé en 2018. De façon très subtile, Blanquer a modifié ou clarifié les programmes précédents sans les abroger. Et là, vous avez la version 2018 qui procède à quelques coupes, à quelques permutations de termes et qui constitue finalement la nouvelle version des programmes. Donc, ça s'est passé sur le cycle 2 et 3 en maths et en français. L'EMC était concerné également. L'outil qui est vraiment génial, c'est le CTRL F, d'accord? Dictée, CTRL F. Là, on va trouver les 11 occurrences du mot dictée dans les programmes version Blanquer 2018. Et donc, on va trouver dictée quotidienne diversifiée. C'est la première occurrence. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Dictée quotidienne, tous les jours une dictée, mais dictée quotidienne diversifiée, c'est-à-dire différents types de dictées. Mobilisation des connaissances dans les dictées, des exercices de copie et de dictée. Pratique quotidienne de la dictée, elle permet de se concentrer exclusivement sur la réflexion logique et la vigilance orthographique et de travailler des compétences précises identifié et annoncé par le professeur. C'est de ça que je parlais tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai commencé par annoncer le programme grammatical de ce live. Bref, ça c'est les programmes 2018. Si j'essaye de retrouver les programmes 2015, comment je vais faire? Ils sont bien cachés maintenant, hein. On doit me les donner comme même ici, le BOEN spécial numéro 11 du 26 novembre 2015, on va quand même demander à Google qui n'oublie rien s'il n'est pas possible de retrouver le programme d'origine ou le programme version 2015 et de refaire ici le CTRL F dictée. Et vous voyez ici qu'on en trouve aussi, on en trouve 10 occurrences, sauf qu'ici on est sur les 3 cycles je crois. De courtes et fréquentes dictées de syllabes ou de mots, des dictées courtes sous une variété de formes, on y revient, et dictée à l'adulte. La dictée à l'adulte, qui était la modalité la plus fréquemment mobilisée par les programmes 2015
et qui disparaît à peu près des programmes 2018. Je m'arrête là, merci de votre attention, merci, et je m'arrête là sur l'introduction historique pour passer à la dictée, ou alors pas tout à fait, parce que je crois que j'ai un deuxième devoir avant de commencer, mais ça va me prendre là encore 5 minutes, c'est de répondre aux questions nombreuses qui nous sont posées sur les inscriptions à la prépa et de vous dire comment ça se passe si vous voulez rejoindre l'équipe des Coquelicots qui débute en ce moment même sa préparation annuelle. Je fais très rapide la préparation annuelle, c'est une préparation à toutes les épreuves, écrites et orales, il y a de l'entraînement, il y a des cours, il y a du tutorat, il y a des oraux blancs, il y a tout ce qu'il vous faut pour réussir. Les dates limites d'inscription, c'est bientôt 14 octobre pour la fin des inscriptions à préparation annuelle. Mais si vous voulez faire un dossier égalité et chance, ça nous prend un peu de temps de traitement, donc ce sera le 10 octobre au plus tard. Et si vous voulez bénéficier d'un financement externe, ce sera le 30 septembre au plus tard. Les tarifs, la douloureuse, tout de suite, on évacue le sujet, 2050 € en ce moment, ou bien 2100 €, c'est donné pour ces données. Je dis pas que je ne suis pas conscient, évidemment, que cette somme est loin d'être donnée, mais les 50 € de plus, c'est ça que je voulais dire, sont donnés pour vous faire un feedback individuel en vidéo correction de votre copie de français et de maths du CRPE si par hasard vous avez déjà passé le CRPE en 2019 et que vous avez échoué. Dans ce cas, réclamez vos copies pour participer à la préparation Nouvelle Chance. Comme précisément, on sait que c'est pas donné, c'est 2000 € qu'il faut sortir. Il y a 3 précisions que je veux donner. Les facilités de paiement, c'est la possibilité de régler en plusieurs fois, 3 fois par carte bancaire, mais 7 fois par chèque si vous vous inscrivez ce mois-ci. Ou plutôt avant le 15 octobre. Avant le 15 octobre, on reçoit vos 7 chèques, ça peut passer, ce qui diminue considérablement le coût mensuel de la facture. Le programme égalité et chance, c'est des réductions qui peuvent aller jusqu'à 50% de réduction et qui sont accordées à de très nombreux élèves qui nous en font la demande parce qu'ils ne peuvent pas financer les 2000 € que coûte la préparation. Et donc, pour ça, c'est un dossier avec des tas de renseignements qu'on vous demande sur votre situation financière à remettre avant le 10 octobre. Les financements externes, ça met beaucoup de temps de traiter vos dossiers, donc c'est possible, aucun problème, vous êtes les bienvenus, mais envoyez-le nous, s'il vous plaît, avant le 30 septembre si vous voulez préparer avec nous le CRPE 2020 avec la préparation annuelle complète. Et pour finir, et ensuite... Vous m'entendez? Ça va revenir, ça va revenir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça commence et il n'y a plus de son? Oh, la dictée, ça remarche. On y est, hein? On y était. C'était la dictée. Place à la dictée. La première dictée muette, peut-être. Ça va être un exercice très original. Est-ce que tu peux juste demander, est-ce que tu peux juste regarder si le texte, de la dictée. Non mais je vais avoir besoin du texte de la dictée sans rire. Ah mais je l'ai là, je l'ai là. Non, je l'ai. Place à la dictée. J'ai cru que j'avais pas le texte. J'ai cru que ça allait être le live le plus catastrophique. Vous êtes 500 ce soir à attendre cette dictée et j'ai cru que je n'avais pas le texte. Qu'à préparer Claire avec amour et compétence. Ne ratez pas le poli de Claire, simplement. Ne ratez pas le poli de Claire, il est extraordinaire. Il y a tous les rappels grammaticaux et notamment les cas complexes d'accords du participe passé. Pour nos élèves, il y a des exercices en plus. Il y a une fiche outil sur l'accord du participe passé dans le cas d'une forme pronominale. Donc, ne partez pas sans le poli. Le lien de téléchargement de ce poli vous sera communiqué dans le chat dès que la dictée sera finie. Mais vous resterez, j'espère, avec moi pour la partie la plus importante où on va parler grammaire, on va parler orthographe. Est-ce que vous êtes prêts?
Je gigote. Merci pour ce retour, merci pour ce feedback. Je gigote trop, je le sais, Aurore. Et pourtant, j'essaye de me contenir, j'essaye vraiment de me maîtriser. Jordan est en train de s'installer parce qu'il va écrire sous la dictée le texte que je vais vous dicter. Et je vais procéder comme on fait habituellement, c'est-à-dire qu'il y a toujours une lecture complète du texte, après quoi je reprendrai la lecture, et là on va faire plusieurs passages, on va décomposer le texte, mais je commence par vous en donner lecture. Personne n'a trouvé l'identité de l'auteur, mais je ne l'aurais pas trouvé non plus, et pourtant c'est un écrivain que j'adore. C'est l'auteur d'Arsène Lupin, des aventures d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Et le texte que je vais vous lire est tiré du Triangle d'Or, qui est un Lupin méconnu, qui date de la fin de la Première Guerre mondiale. Ok, pour l'instant, vous n'écrivez pas, mais vous écoutez, s'il vous plaît. Et désolé parce que je vais au passage gravement spoiler ce roman, mais il y en a 25 autres des Lupins, et de toute façon, ce n'est pas de ma faute, mais de celle de Claire, ici présente, qui a choisi ce texte. On est parti. Attention à vos marques. Non, précisément pas. On écoute juste. C'est parti. Votre mère et mon père se sont aimés, reprit-il. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés dont l'amour a des puérilités charmantes, car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés. Et ils choisirent leur second prénom, qui était le vôtre et le mien également. Le plus gros se cassa en 2 morceaux. Mon père fit monter l'un de ces morceaux en breloque qu'il suspendit à la chaîne de sa montre. Votre mère et mon père étaient tous deux veufs. Vous aviez 2 ans et moi 8 ans. Pour se consacrer entièrement à celle qu'il aimait, mon père m'envoya en Angleterre et il acheta le pavillon où votre mère, qui habitait l'hôtel voisin, allait le rejoindre en traversant la ruelle et en usant de cette même clé. C'est dans ce pavillon, ou dans le jardin qui l'entoure, qu'ils furent sans doute assassinés. Nous le saurons d'ailleurs, car il doit rester des preuves visibles de cet assassinat, des preuves que Siméon Diodokis a trouvées, puisqu'il n'a pas craint de l'affirmer par l'inscription de la pierre tombale. « Et qui fut l'assassin » murmura la jeune femme. « Comme moi, Coralie, vous le soupçonnez. Le nom abhorré se présente à votre esprit, bien qu'aucun indice ne nous permette la certitude. »« Essarès » dit Coralie en un cri d'angoisse, très probablement. Elle se cacha la tête entre les mains. « Non, non, cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. » Fin du texte, et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous dicter tout ça. Je vais vous dicter quelques morceaux choisis de ce texte, et choisis pourquoi? Pour leur intérêt orthographique et grammatical. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que Jordan, tu es prêt? Est-ce que vous avez un stylo, un stylo plume, un bic, un friction, un crayon de papier, peu importe? On commence. Je vais faire comme on fait quand on dicte un texte. Je vais à nouveau répéter la phrase une première fois, puis je la reprendrai en la décomposant par petits paquets de mots que je lirai peut-être 2 fois chacun. Votre père et mon père se sont aimés, virgule. Votre mère et mon père, votre mère et mon père se sont aimés, virgule. Reprit-il, point. Votre mère et mon père se sont aimés, virgule, reprit-il, point. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés. Sans doute furent-ils de ces amants. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes. Virgule. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes, virgule, car ils voulurent s'appeler entre eux, car ils voulurent s'appeler entre eux,
s'appeler entre eux. Bon, celui-là, il est cadeau. Car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés. Car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés. Alors, tout va bien? Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés dont l'amour a des puérilités charmantes, virgule, car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés, virgule, et ils choisirent leur second prénom, virgule, qui était le vôtre et le mien également. Et ils choisirent leur second prénom, virgule, qui était le vôtre et le mien également. Point. Point. Et ce n'est pas un point final de la dictée, mais on va faire une pause et s'arrêter là un moment. Et je vais vous demander de relire ce que vous avez écrit. Je vais relire ces deux phrases avec vous. Et on procédera ensuite à une discussion sur les problèmes orthographiques que contiennent ces deux phrases. C'est parti, je vous la relis et vous vous demandez si vous avez bien placé tous vos accords, etc. Votre mère et mon père se sont aimés, reprit-il. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes, car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés. Et ils choisirent leur second prénom, qui était le vôtre et le mien également. Ok? On y va? Qu'est-ce que vous pensez? C'était bien? C'était dur? La première phrase d'abord. La première phrase. Aïe, 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 aïe. Votre mère et mon père se sont aimés. Reprit-il. Comment ça s'écrit ça? Dites-moi ce que vous avez écrit. Dites-moi un peu ce que vous avez mis sur la page. Votre mère et mon père se sont aimés. Parce que ça, c'est vraiment le premier point d'orthographe qui arrive dans la dictée et peut-être le plus compliqué de tous. Mais on ne va pas se dérober, on est là pour ça. Aimer et S, pas de problème pour Aurore. Aimer et S pour Morgane, Aimer et S pour Caroline, Lolore aussi, sans problème. Très bien, bravo Caroline, Lolore, etc. Mais, comment on explique ce ES? Oui, c'est vrai, c'est ES qu'il fallait écrire et bravo à tous ceux qui l'ont écrit. Mais la dictée n'est plus une épreuve du CRPE, je vous le rappelle. Et c'est d'ailleurs le grand oubli et le grand manque de ma petite histoire introductive, c'est qu'à une époque, il fallait faire une dictée pour devenir professeur des écoles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on ne va pas simplement vous demander de savoir intuitivement que c'est ES qu'il faut écrire, on va vous demander de l'expliquer, ou de montrer en tout cas que vous êtes capable de réfléchir à des faits de langue. Et donc, ce ES de votre père et ma mère, c'est pas ça, mais on s'en fout, se sont aimés, comment l'expliquez-vous? Comment justifiez-vous l'accord? Je vous écoute, je vous attends. Dans le chat, dites-moi comment justifier cet accord du participe passé. Pardon, j'aurais dû vous demander, pour commencer, qu'est-ce que ce mot « aimer » ici, mais je viens de le dire, c'est un participe passé, c'est le participe passé du verbe « aimer ». Il est accordé manifestement au masculin et au pluriel, mais pourquoi? Comment vous justifiez ça? Et Héloïse me dit « accord avec l'auxiliaire être ». Et c'est très bien, Héloïse, et c'est un premier élément en tout cas. On va voir qu'il n'est pas suffisant parce que je pense que je peux casser ta justification en quelques secondes. Pardon, Héloïse, ne le prends pas pour toi, mais si je te dis par exemple, elles se sont parlé, et quoi? Et ES ou E? Elles se sont parlé longuement, par exemple. Eh bien, ici, c'est parler E qu'il faut. Et donc, le fait qu'il y ait ici un auxiliaire être
n'appelle pas un accord du participe passé avec le sujet. Donc la justification que tu proposes, qui est de dire, hein, c'était quoi la phrase? C'était « ils se sont aimés ». Et en première hypothèse, Héloïse nous dit, je reconnais ici un participe passé, il est conjugué avec l'auxiliaire être, donc j'accorde avec le sujet, parce que je connais la règle que vous connaissez tous. Pour savoir comment s'accorde un participe passé, il faut se demander quel est l'auxiliaire. Si c'est l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire avoir, on va prendre un moment pour que tous en chœur, dans un concert de clavier, vous complétiez cette phrase. Si c'est l'auxiliaire avoir, est-ce qu'on accorde avec quoi, dans quelles conditions? Ouais, Caroline l'avait déjà dit un peu plus haut dans le chat. Pas d'accord si le COD est placé avant le verbe avec l'auxiliaire avoir. Et donc, on n'accorde pas avec le sujet, si c'est l'auxiliaire avoir, mais on accorde avec le COD uniquement s'il est placé avant le verbe. D'accord? C'est les carottes que j'ai mangées, et ES, parce que j'ai mangé quoi? Des carottes. Le COD est placé avant le verbe, donc j'accorde avec ce COD. Cette règle, tout le monde la connaît. Elle est d'ailleurs, elle a une histoire que j'ai découverte très récemment. J'accorde parce que j'ai découvert quoi? Une histoire que j'ai découverte. Le COD est placé avant le verbe et je suis dans le cas de l'auxiliaire avoir, donc j'accorde mon participe passé. Et l'histoire, c'est l'origine de cette règle. J'ai découvert ça en regardant une vidéo passionnante que je vous recommande qui s'appelle La faute de l'orthographe. La faute de l'orthographe. Après mon live, tapez ça sur YouTube, vous allez voir, ça dépote. C'est deux profs, un prof de lettres, un prof de philo, qui vous explique que l'orthographe est une règle parfaitement arbitraire destinée à faire de la domination sociale, en gros, et que l'Académie française au XVIIe a fait les choses aussi compliquées que possible pour piéger les ploucs qui se dénoncent comme tels en dysorthographiant des mots. Bref, ce que racontent ces gens dans cette vidéo, c'est que le participe passé, cette règle que je viens de rappeler, j'accorde si j'ai un auxiliaire avoir seulement si le participe passé est placé avant le verbe. Elle est en fait effectivement complètement arbitraire parce qu'elle vient, j'ai pas fait de fact-checking, mais elle viendrait, on va dire, du fait que les moines copistes du Moyen-Âge sur qui on s'est fondé pour édicter cette règle, sur les textes sur lesquels on s'est fondé pour édicter cette règle, ces moines copistes travaillaient très souvent sous la dictée. Donc s'ils entendaient par exemple les pieds que Jésus a lavés, ils savaient très bien de quoi on parlait, ils accordaient ES, mais si le moine qui dictait les textes disait par exemple « Jésus a lavé, virgule », après avoir une grande discussion avec son disciple préféré pour lui proposer un pique-nique sur les bords du lac de Tibériade, virgule, les pieds, laver, on ne sait pas encore de quoi on va parler, on met « et il est trop tard quand on entend les pieds pour revenir et corriger ça, d'autant que les mots au Moyen-Âge sont collés les uns aux autres. Donc vous voyez, c'est quand même une histoire un peu dingue, cette histoire si compliquée d'accord du participe passé, mais comme si c'était pas assez compliqué, ça ne suffit pas de dire ce qu'on a dit, puisqu'ici j'ai le verbe être et je n'accorde pas pourtant avec le sujet, le pronom elle qui est ici sujet. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? J'espère que vous m'entendez toujours. Eh bien, quelqu'un a assez bien résumé l'affaire ou commencé en tout cas à expliquer l'affaire en expliquant qu'il s'agissait, Amélie, d'un verbe pronominal. Pourquoi un verbe pronominal? Parce que j'ai ici, ils se sont aimés, mon père et votre mère se sont aimés. J'ai ici ce petit pronom se, qui est un pronom réfléchi, et c'est le verbe aimer, mais qui est ici à la forme pronominale. C'est le verbe s'aimer, on pourrait dire, ou c'est une construction pronominale plus exactement, puisque le verbe aimer, il existe aussi sans son pronom réfléchi. Donc, c'est pas comme le verbe s'enfuir, par exemple, qui n'existe pas sans son pronom réfléchi. Enfuir, ça n'existe pas. C'est donc un verbe pronominal, mais le verbe aimer, qui existe très bien sans son pronom, peut aussi être construit avec le pronom. Et dans ce cas, on a une construction
pronominale. Et elle est conjuguée, le verbe aimer est ici conjugué à quel temps? C'est un temps composé. Pour qu'on ait un participe passé, il est composé. L'auxiliaire est au présent. Oui, c'est le passé composé de l'indicatif. Et donc, pour expliquer ce phénomène, il va falloir reconnaître que nous avons affaire à un verbe pronominal. Et la règle de l'accord du participe passé du verbe pronominal est encore un peu différente de celle que vous connaissez tous très bien. Et je vais essayer de vous la faire courte. C'est un challenge. Je vais résumer, je vais un peu simplifier, mais je vais essayer de vous expliquer comment savoir, comment accorder le participe passé du verbe pronominal. Soyez vraiment de tout cœur avec moi parce que c'est un vrai défi de refaire la règle. Je vais essayer de la faire sous forme de carte mentale et d'être aussi clair que possible. J'ai même ici bien bossé comme vous le voyez et je vous explique. Si vous avez un verbe pronominal qui est à un temps composé, donc vous avez un participe passé de ce verbe pronominal et vous vous demandez comment l'accorder. La question que vous devez vous poser, bon, la gestion du tableau, hein, la gestion du tableau, ça c'est un vrai truc et je vous confesse humblement que c'est par là que je suis le meilleur. Donc on a notre VP, notre verbe pronominal et on se demande comment accorder le participe passé. On va se poser une première question, c'est est-ce qu'il existe un COD? D'accord? La première question à se poser, c'est est-ce qu'il existe un COD? Par exemple, votre père et ma mère se sont aimés. Ils ont aimé qui? Eux-mêmes. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un COD, mais c'est possible aussi qu'il n'y ait pas de COD. Si je dis elles se sont parlé ce matin longuement, elles ont parlé à qui? À elles. Je vois éventuellement un COI, mais je vois pas de COD. Donc le COD, c'est oui ou non. Hein. Et si c'est oui, ça va pas être le même cas que si c'est non, parce que si c'est oui, on va se demander exactement comme quand on a un auxiliaire avoir, s'il est avant ou après le verbe. Parce que s'il est avant, on va faire exactement comme avec l'auxiliaire avoir, c'est que on va accorder avec ce COD, qui est en fait aussi le sujet, d'accord? Parce que votre père et ma mère, pardon, votre mère et mon père se sont aimés. Ils se sont aimés, ça veut dire ils ont aimé qui? Eux-mêmes. Le COD est bien placé avant le verbe. J'accorde avec ce COD, mais qu'est-ce que c'est que ce COD? C'est aussi le sujet, votre mère et mon père. Ils s'identifient dans ce cas. Donc, on accorde exactement comme avec l'auxiliaire avoir. Si, par contre, le COD est placé après, alors le participe passé va rester invariable et il ne va pas s'accorder. Elles se sont racontées leur vie, par exemple. Elles se sont racontées quoi? Leur vie. Leur vie est placée après le verbe. Le COD existe, il est après le verbe. Participe passé invariable. Elles se sont racontées et. Ça va? Vous suivez? J'espère que vous suivez. S'il n'y a pas de COD, que faisons-nous? Eh bien, dans ce cas, nous nous posons une autre question. C'est que nous regardons le pronom réfléchi qui fait qu'on est dans un verbe pronominal, et on se demande si c'est ou non un COI. D'accord? Est-ce que c'est un COI? Et là encore, ça peut être oui, c'est un COI. Elles se sont parlé, elles ont parlé à qui? Parlé et pas d'accord, d'accord? Si c'est un COI, le participe passé est invariable. Et on n'accorde pas. Si en revanche, ça ne peut pas s'analyser comme un COI, ce pronom réfléchi, dans ce cas, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de fonction grammaticale, car ici c'est la question que vous vous posez, la question de la fonction grammaticale du pronom réfléchi. S'il est COI, alors participe passé invariable qui ne s'accorde pas. Si ce n'est pas un COI, que ce n'est pas non plus un COD, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction, ce pronom réfléchi, et dans ce cas, on va l'accorder avec le sujet. Exemple,
elles se sont lavées, elles se sont, non, n'importe quoi, pardon, elles se sont lavées. Prenons ce cas. Ça y est, hein, c'est fini. Je ne sais pas si ça a tenu dans le temps. Super explication, cool. 100 personnes en moins, c'est clair. Alors, restez parce que pourtant, ce que je vais vous dire juste après, c'est ne paniquez pas. On n'a pas besoin forcément de maîtriser tout ça pour réussir le CRPE, loin de là. Mais on voulait commencer cette grande fête orthographique par ce challenge que d'essayer de vous faire comprendre l'accord du verbe pronominal, du participe passé du verbe pronominal. Et donc, si je dis « elles se sont lavées », elles se sont lavées, est-ce qu'il y a un COD, d'après vous? Elles se sont lavées, est-ce qu'il y a un COD? Elles ont lavé qui? Elles-mêmes. Oui, pour moi, il y a un COD. Est-ce qu'il est placé avant le verbe? Elles se sont lavées. Le se, c'est lui qui porte le sens du COD et du coup, et qui renvoie à qui? Son référent, c'est elles, c'est les filles. Donc, il est placé avant, donc j'accorde. Elles se sont lavées et ES. D'accord? Vous comprenez? Et inversement, quand est-ce qu'on peut avoir ça? Bah, si je vous dis par exemple, elles se sont souvenues. Elles se sont souvenues de ce que tu leur avais raconté. Elles se sont souvenues. Est-ce qu'il y a un COD? Elles ont souvenu, déjà, ça n'existe. On va difficilement pouvoir trouver un COD. Elles se sont souvenues de quelque chose. Mais est-ce que j'ai un COD si je dis elles se sont souvenues? Est-ce que j'ai un COD? J'en ai pas, donc je suis là. Quel est le pronom réfléchi? Est-ce que c'est un COI? Est-ce que le se, c'est elle a souvenu à elle-même, à l'autre? Est-ce que c'est un COI? Non, il ne peut pas être analysé comme tel, il n'a pas de fonction grammaticale. On est dans ce cas où on va donc accorder avec le sujet et écrire « elles se sont souvenues » U-E-S. Je propose qu'on s'arrête là pour l'accord du participe passé du verbe pronominal, mais rassurez-vous, Claire a fait un travail extra pour récapituler tout ça dans une fiche, avec aussi des exercices pour les élèves de la team Coquelicot, et vous pourrez reprendre ça à tête reposée. Ce que je voulais vous dire quand même ce soir, c'est que l'accord du participe passé, c'est un must-have pour le concours, c'est une compétence qui tombe très régulièrement au CRPE, mais si elle tombe, vous aurez peut-être 10 participes passés à analyser, et sur ces 10 participes passés, vous aurez très vraisemblablement une immense majorité de cas simples. C'est-à-dire, pas tout ça, mais est-ce que c'est l'auxiliaire être? Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir? Est-ce que c'est peut-être un participe passé employé comme adjectif, que du coup je vais accorder comme n'importe quel adjectif? Si c'est dans une forme verbale, est-ce que c'est l'auxiliaire ou l'auxiliaire avoir? Si c'est l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire avoir, je m'interroge sur la place du COD éventuel. S'il existe et qu'il est avant, j'accorde avec. Bon. Et puis peut-être que vous aurez une occurrence qui portera sur le verbe pronominal. Dans ce cas, il y aura peut-être quelques petits ch'touillèmes de points à prendre, et donc je ne suis pas contre, mais il faut quand même ne pas surestimer la rentabilité, je dirais, de cet effort que vous pourriez faire à essayer de reconstituer tout ça le jour J, et vous dire que si vous mettez par exemple « ils se sont aimés », justifiez l'accord du participe passé « ils se sont aimés ». Aimer, ils se sont aimés, aimer et s. Alors aimer est le participe passé du verbe aimer employé dans le cadre d'une construction pronominale. Et là, vous mettez le mot-clé pronominal parce qu'il va peut-être vous rapporter un tiers ou la moitié du petit bout de point qui est consacré à cette occurrence. Donc vous mettez... C'est un verbe pronominal construit à un temps composé, logiquement donc avec l'auxiliaire être, et nous avons un accord ici avec le sujet. Si vous faites ça, ok, vous passez à côté de l'explication précise de la règle et vous tombez sous le coup de la réfutation que j'ai faite au début en disant elles se sont parlé longuement au téléphone, ça s'écrivait avec un « et ». Mais est-ce que vous perdez beaucoup de points? Probablement pas, probablement tout au plus 1 ou 2 dixièmes. Et donc, je vous le dis pour que vous relativisiez quand même l'importance de ce point de grammaire précis au CRPE.
Alors je vois avec bonheur, admiration et reconnaissance que vous êtes encore avec moi. Et la phrase suivante de la dictée était sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés dont l'amour a des puérilités charmantes. Et elle est charmante aussi, cette deuxième phrase. On l'attaque tout de suite, mais je vais être plus rapide parce qu'il y a moins de surprises. Sans doute furent-ils d'abord. Sans doute furent-ils. Qu'est-ce que c'est que ce mot furent? Et est-ce qu'il y en a parmi vous? Dénoncez-vous humblement et amicalement devant vos camarades si vous avez écrit furent avec un accent circonflexe comme ça là. Parce que y a pas de raison de le faire. C'est quoi ce mot furent? D'abord, c'est quoi? C'est une forme verbale. On est d'accord, on reconnaît une forme verbale, mais c'est quel verbe? C'est quel verbe? C'est le verbe être. À quel temps? À quel temps le verbe être est-il ici conjugué? Donnez-moi le temps et donnez-moi, merci pour le temps Akima, c'est le passé simple, donnez-moi le mode indicatif, passé simple indicatif, aucune raison de mettre un accent circonflexe sur le U de furent. On n'oublie pas d'accorder le sujet avec le... Est-ce que vous me voyez bien là? Oui, vous voyez mon curseur? Oui. On n'oublie pas d'accorder le sujet et le verbe, même si ce sujet est ici un peu curieusement placé après le verbe à cause du sans doute qui commande ici une inversion de l'ordre traditionnel sujet-verbe. De ces amants, alors ici un classique, est-ce que ça va être un C, est-ce que ça va être un S? Dites-nous hein, si vous avez écrit SES ou CES, mais dites-nous aussi si vous avez un truc pour savoir si c'est CES ou si c'est SES. Moi, je sais que je sais que je pense un peu de façon un peu scolaire, je vous l'avoue, et je me dis le CCES, c'est quoi? C'est le démonstratif, c'est celui qui sert à dire c'est ces amants là, ceux-là qui sont par là en train de se bécoter sur les bancs publics et que je montre, que je démontre, c'est le démonstratif et qui appelle un C. Moi, c'est dans ma tête démonstratif, c'est le C et le S. C'est le S du possessif, le mien, le tien, le sien, avec un S, et ces amants, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire les amants de quelqu'un. Mais non, aucun sens ici. On est bien dans, regardez-les, ces amants qui sont là, un peu exaltés. Un peu exalté, qu'est-ce que c'est que ce mot exalté? Là encore, ça découle d'un verbe, le verbe exalter, et ça ressemble très fort à un participe passé. Participe passé, probablement employé ici comme adjectif, hein, en fonction d'attributs du sujet, ou non, peut-être pas d'attribut du sujet. Bon, je vais pas m'aventurer plus loin, au besoin Claire me corrigera ou donnera son point de vue, mais en tout cas, exalter, ce qui est sûr, c'est qu'on va l'accorder avec le mot auquel se réfère ce participe passé employé comme adjectif, le mot amant, donc masculin pluriel, donc ES forcément, d'accord? Dont l'amour a des puérilités charmantes. L'amour a des puérilités charmantes. C'est une phrase un peu... on n'est pas très habitué à voir ce mot puérilité au pluriel. C'est une coquetterie un petit peu. Donc le mot puérilité, on va l'écrire ES comme tous ces mots féminins en E. On va s'abstenir de rajouter un E en trop. Et c'est bien le verbe avoir qu'il fallait reconnaître ici, sans accent donc, et pas la préposition a qu'il fallait mettre. L'amour a des puérilités charmantes. Si vous passez cette phrase au passé, par exemple, l'amour avait des puérilités charmantes. Tout va bien? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, car on peut dire avait, Stéphanie, exactement le même truc. Ça, Jordan, est-ce que tu suis? Tu n'as pas vérifié si tu avais fait des erreurs? Vous avez remarqué que je ne parle pas de faute. Jordan, bien sûr que je vais continuer. J'aurai encore besoin de toi. Tant qu'il y aura des gens qui seront partants pour continuer cette dictée, je la continuerai. Peut-être qu'un jour, Claire devra nous quitter parce qu'elle a une baby-sitteuse qui l'attend, mais on prendra le temps qu'il faut.
je continue. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés dont l'amour a des puérilités charmantes. Là-dessus, pas de difficulté, hein, je crois. J'ai tout bon, Nangli a tout bon, Héloïse est motivée, Amara aussi. Solène n'a fait aucune erreur pour l'instant. Bravo, bravissimo! On continue avec « Car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés ». Et ici, on a simplement un petit accord qui traîne et qu'il faut réussir. Ils voulurent, on est toujours au passé simple de l'indicatif, le verbe « voir », conjugué à la troisième personne du pluriel, donc on a forcément un ENT. Un ENT qui va traîner à la fin du verbe. S'appeler entre eux. Bon, alors, vous avez un truc, vous, pour s'appeler? Est-ce qu'il faut un P? Est-ce qu'il faut deux P? Est-ce qu'il faut un L? Est-ce qu'il faut deux L? Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut deux L si on entend le son L, je m'appelle, mais que si j'entends le son E avant, nous nous appelons, je ne vais pas mettre deux L, je vais n'en mettre qu'un. Et puis les deux P, je ne sais pas très bien comment je les ai chopés, mais à un moment, je les ai chopés. Il y a deux P à appeler. OK? La deuxième occurrence de ce mot « appeler », ou plutôt, c'est pas le même mot, mais c'est les mêmes sons mis bout à bout, donc ce sont deux homophones. Ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés. Mais le deuxième appelé ne va pas s'écrire pareil. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est? Personne ne les avait appelés comme ça. Appeler, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand je dis qu'est-ce que c'est quelle est la nature de ce mot, quelle est sa classe grammaticale? Parce que quand on s'interroge sur l'orthographe d'un mot, c'est très bien de commencer par identifier sa classe grammaticale. En l'occurrence, appeler est un participe passé, à nouveau, d'accord? Est-ce qu'on est dans un cas complexe ou dans un cas simple? On est dans un cas relativement simple parce que je n'ai pas de pronom réfléchi qui traîne et qui fait de ce cas un cas d'accord du participe passé du verbe pronominal, conféré tout ce qu'on a vu avant. C'est un cas simple. Donc je me reporte à la question lorsqu'on est dans une forme conjuguée, les avait appelés, c'est un plus que parfait de l'indicatif puisque mon auxiliaire est à l'imparfait, le temps composé qui correspond à l'imparfait, c'est le plus que parfait. Et donc, personne ne les avait appelés. Est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? C'est l'auxiliaire avoir que je reconnais. Donc, la question suivante que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un COD? Et là, pour le coup, ça marche exactement de la même façon. Hein. Est-ce qu'il y a un COD? S'il n'y a pas de COD, il sera invariable. Et s'il y en a, il ne variera avec le COD que si ce COD est placé avant le verbe. Alors je reviens, personne ne les avait appelés. Est-ce qu'il y a un COD? Personne n'avait appelé ces gens-là. Personne n'avait appelé votre père et ma mère de cette façon. Oui, il y a un complément d'objet direct. Personne n'avait appelé qui comme ça? Eux, votre père et ma mère, et donc un pluriel qu'on va mettre au masculin parce que la langue est encore un peu macho et que l'usage veut que le masculin prime ici sur le féminin, et donc ça nous donne les deux P d'appeler et le masculin pluriel, ES, pour accorder notre participe passé avec le COD antéposé au verbe, dans le cas d'une forme verbale où le participe passé est accordé avec le COD pour cause d'auxiliaire avoir et de COD antéposé. Ouf! Ça y est! Ah non! Ça y est, attendez, vous avez écrit un peu plus. Et ils choisirent leur second prénom, qui était le vôtre et le mien également. Et là aussi, il y avait un truc compliqué. Est-ce qu'on va mettre tout ce schmilblick au singulier ou est-ce qu'on va le mettre au pluriel? Est-ce qu'on va le mettre au singulier ou au pluriel? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend. Qu'est-ce que c'est? Là encore, entendons-nous bien peut-être sur la nature de ce mot « leur » déjà, pour bien comprendre. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, quelle est la classe grammaticale de « leur » dans « ils choisirent leur second prénom ». Question vraiment classique CRPE, ça pour le coup. Ils choisirent leur second prénom. Donnez-moi la classe grammaticale de leur.
Alors, tout le monde me dit que c'est au singulier, leur second prénom. Car c'est le même. Sauf Akima qui me dit pluriel, car chacun a son propre surnom. Personne ne veut me donner la nature. Si, merci Nangli Botticione. Déterminant. Leur est ici déterminant en effet. Il détermine quoi? Il détermine le nom prénom. On est en début de groupe nominal, leur second prénom. Et il détermine le mot prénom dans quel sens? Dans le sens où il dit de quel prénom on parle? On parle du leur. C'est un déterminant, c'est plus précisément un déterminant possessif puisqu'il permet de dire qui possède ce prénom. Et donc, la question maintenant est de savoir si ce déterminant, on va le mettre au singulier ou au pluriel. Leur, parce qu'on sait qu'il peut varier. Si c'est un déterminant, il va varier comme tous les déterminants. Un, une, des, la, le, les, etc. Leur, avec ou sans S, eh ben, ça dépend du nom qu'il détermine. Et ici, est-ce qu'il y a plusieurs prénoms ou est-ce qu'il n'y en a qu'un? Telle est la question. Est-ce qu'il y a plusieurs prénoms déterminés par ce mot « leur » ou est-ce qu'il n'y en a qu'un? Est-ce que le second prénom de votre père est le même que le second prénom de ma mère? A peut-être demandé Arsène, c'est peut-être demandé Arsène, c'est peut-être demandé Arsène. Eh bien, je pense que selon toutes les lois de la statistique, les prénoms sont différents l'un de l'autre et que donc il faut écrire leur second prénom au pluriel. Et là, on y va, tout passe au pluriel, le déterminant mais aussi l'adjectif second, le mot, le nom, le substantif prénom, qui était, du coup, ça va commander l'accord du verbe être au pluriel avec un joli ENT à la fin parce que le verbe était est ici à accorder avec son sujet. Le sujet de était, c'est quoi? C'est le petit mot qui. Mais le petit mot qui, c'est quoi? C'est un pronom relatif et en tant que pronom, pronomène, il est à la place d'un nom. Il est mis là pour un nom, le nom prénom. Le nom, le prénom, on s'y perd un peu, pardonnez-moi, c'est le hasard de la dictée. Mais en tout cas, qui était le vôtre? On va mettre était au pluriel si on a mis les prénoms au pluriel. Le vôtre, vous voyez ici, le joli accent circonflexe, résidu du S qu'il y avait autrefois. Et Claire a mis un truc super dans la dictée, une expression sur cet accent circonflexe qui serait l'accent du souvenir, parce qu'il est là en souvenir du S. Mais comment savoir s'il faut mettre un accent sur le mot vôtre? Allez, j'efface. Oh, j'ai pas envie de l'effacer. Je suis tellement content d'avoir réussi à faire ce petit schéma. Mais je l'efface quand même impitoyablement parce que vôtre, c'est quand même important aussi et ce sera peut-être plus rentable au CRPE parce que ça aussi, ça tombe assez souvent. On va vous demander de distinguer par exemple votre chemin et votre chemin est mal entretenu. Et le vôtre n'est pas terrible non plus. Deux mots ici qui sont pas tout à fait homophones, parce que je dis bien votre chemin avec un O un peu ouvert et le vôtre avec un O fermé. Mais surtout, le mot ici, c'est le vôtre. C'est pas du tout le même mot que votre dans votre chemin. Quelle est la nature du premier mot? Quelle est la nature du second? Je vous attends dans le chat. Donnez-moi la classe grammaticale de chacun de ces deux mots. Votre, dans votre chemin, et le vôtre, dans le vôtre n'est pas terrible non plus. Oui, Émilie, bien sûr, le vôtre, c'est un pronom, et votre, c'est un déterminant. Un déterminant, comme tout à l'heure, il détermine le nom qui est juste après, c'est en début de groupe nominal, il n'y a pas de surprise. Et il nous dit, un chemin, quel chemin? Le vôtre, précisément. Votre chemin, c'est un déterminant qui, là encore, caractérise la possession, donc on va dire déterminant possessif. Alors qu'ici, on a un pronom possessif. Pourquoi? Parce qu'il est mis
non pas pour déterminer un nom. Vous voyez un nom, vous? Non, moi je vois un verbe. Et très souvent, les pronoms se trouvent tout près des verbes et rarement devant un nom. Mais c'est un pronom parce qu'il est là à la place d'un nom, à la place du nom chemin. Votre chemin n'est pas terrible non plus, d'accord? Donc c'est un pronom possessif. Et si vous êtes dans le cas du pronom, vous n'oubliez pas ce joli petit chapeau du souvenir. Là, on a fini. On a fini le premier extrait. Il est 21h32 et il est l'heure que j'avais annoncé à Claire qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de répondre à vos éventuelles questions, de modérer ce live. Donc Claire, si tu m'entends, dis-moi si tu dois filer ce qu'on comprendrait tous très bien. Et dites-moi vous si vous êtes partant pour continuer avec quelques phrases. Je ne vais pas vous relire d'aussi longs passages que ceux que je vous ai dictés, mais simplement quelques phrases choisies d'une dizaine de mots à chaque fois. Pour commencer, une phrase qui venait juste après le texte que je vous ai lu et que je vous propose tout de suite de prendre sous ma dictée, puisque Aurore, Catherine, Jeanne Rnd et Maria Soledad sont partantes, et vous aussi, j'espère. Tout le monde est prêt? À vos marques? Prêt? Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grains d'améthyste. Ah, allez, c'est vraiment un peu gratos, mais Claire voulait faire sauter cette phrase. J'ai demandé à ce qu'on la garde, parce que c'est ça aussi la dictée. Je reprends. Un jour, votre mère. Votre mère. Je vais m'écarter un peu pour que tout le monde voit bien. Un jour, votre mère. Votre déterminant du mot, pas du mot chemin, mais du mot mère. Un jour, votre mère. Votre mère laissa tomber son chapelet. Merci Jordan de revenir. Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grains d'améthyste. Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grains d'améthyste. Alors, est-ce que tout le monde l'a bien, la phrase? Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grains d'améthyste. Elle est un peu vicieuse à cause de l'améthyste, parce que ça, c'est vraiment la partie un peu con de l'orthographe, quoi. On sait pas. C'est la mémoire visuelle, c'est la mémoire photographique des mots, c'est peut-être la connaissance de l'étymologie, mais rien n'est moins sûr que l'étymologie. En tout cas, il y a l'améthyste dans cette phrase, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes aussi dans cette phrase, et notamment « laissa tomber ». Un jour, votre mère laissa tomber, parce que vous avez ce fameux son « et » à la fin du mot « tomber » qu'il va falloir orthographier correctement. Vous avez aussi peut-être eu un doute sur ce « laissa ». Est-ce que ça s'écrit « laissa A » ? Est-ce que tu l'as écrit comment, Jordan, toi ? A ? Ok. Comment vous l'avez écrit, les autres ? « Laissa tomber ». Un jour, votre mère laissa tomber. Ouais, Aurore, laissa A, tomber ER. Et maintenant, comment l'expliquez-vous, Jordan ? Tu as une idée de comment expliquer laissa A et tomber ER? Qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois pas comment on aurait pu l'écrire d'autre. C'est super, mais ça va pas suffire pour le CRPE si tu envisages un jour, mon vieux, une reconversion professionnelle dans le domaine du professorat des écoles, parce que ce qu'on va vous demander, c'est du coup d'expliquer, de justifier, et en l'occurrence de dire que laissa, est-ce que j'ai des justifications? Oui, j'ai Juliette qui me dit, en tout cas, Juliette me donne un super truc, c'est que tomber, pour savoir si c'est un participe passé ou un infinitif, ou bien pour savoir comment l'écrire, on va dire, c'est une bonne chose de le remplacer par un autre verbe, le verbe mordre, par exemple, un verbe du troisième groupe comme mordre. Un jour, votre mère laissa mordre son chapelet, alors ça va pas marcher pour la suite, laissa prendre. Le second verbe, en tout cas, oui, est en effet à l'infinitif, et donc c'est l'infinitif d'un verbe du premier groupe, et c'est comme marcher, manger, parler, chanter, danser.
ça va faire un ER. Et le laissa, c'est le verbe laisser, peut-être qu'on pourrait dire le semi-auxiliaire laisser, mais ça serait parfaitement inutile dans le contexte du CRPE. Donc, on va dire c'est le verbe laisser, conjugué au passé simple de l'indicatif, verbe du premier groupe lui aussi, hein, parce que laisser, ER. Donc ER, c'est le premier groupe, et les verbes du premier groupe, il chanta, il mangea, il dansa, a, pas de raison d'avoir un T. Si on est en tout cas à l'indicatif, on ne va pas avoir de T ici sur cette terminaison. Et puis, alors il y avait le chapelet, il y avait, je ne l'ai pas mis ici, mais il y avait un piège aussi sur le nombre de P. Chapelet, le nombre de L ne devrait pas poser de problème parce qu'on dit bien chapelet et pas chapelet. Et donc on va mettre un seul L, un seul P et une terminaison en ET. D'accord? Et pour finir, les grains d'améthyste, je viens de le dire. En grains d'améthyste, il y en a plusieurs des grains, donc assez logiquement, et parfois l'orthographe est logique, elle ne l'est pas toujours, mais vous allez ici le mettre au pluriel, et l'améthyste, eh bien, c'est un emprunt au latin, et ce n'est pas une fausse étymologie rajoutée arbitrairement par ces fameux académiciens du XVIIe qui ont voulu faire les choses aussi compliquées que possible pour que tout le monde soit perdu. C'est une étymologie véritable qui commande ce T-H-Y-S-T-E, même si d'autres orthographes de ce mot ont largement existé au fil du temps. Ça va? Est-ce que vous voulez continuer un tout petit peu? Zéro faute, toujours zéro faute. Sonia Petit a toujours zéro faute. Alors il faut que je trouve quelque chose pour te faire trébucher, Sonia, parce que sinon tu n'auras rien appris ce soir et ce serait vraiment désespérant pour moi. Donc j'ai encore deux idées. Allez, une petite phrase, la dernière. J'abrège un peu parce qu'il est tard. Et la dernière phrase du texte, d'accord? Non, non, cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'ai été la femme de celui qui a tué ma mère. Ah, cette dernière phrase, il faut que vous restiez avec nous pour la faire. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, je vous promets. Et tout le reste, d'accord, vous l'aurez dans le poli de Claire avec les rappels de cours, la correction intégrale de la dictée, des exercices corrigés pour nos élèves adorés du groupe Coquelicot, la fiche outils sur l'accord du participe passé du verbe pronominal. Vous pourrez potasser ça tranquillement, à la fraîche, dès que vous le voudrez, mais restez encore quelques minutes pour la dernière phrase du texte et on verra s'il y aura après ou pas un super méga bonus jackpot. Non, non, cela ne se peut pas. Non, non, cela ne se peut pas. Non, virgule, non, point de suspension. Cela ne se peut pas. Point de suspension. Pardon, j'ai oublié la ponctuation. Non, virgule, non, point de suspension. Cela ne se peut pas. Point de suspension. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. Point final de ce texte. Non, non, cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. C'est bon, Jordan? C'est bon tout le monde? Alors, elle est intéressante cette phrase, hein? Elle est intéressante. Non, non, cela ne se peut pas. Tatiana l'a écrit tout à fait correctement, puisque elle écrit non, non, cela ne se peut pas. La principale difficulté, c'est le ce. Tu l'as écrit comment, Jordan? CE. T'as pas entendu quand j'ai dit le C, c'est celui-là, c'est le démonstratif, c'est celui qu'on voit là, c'est plutôt SE, t'as raison, c'est plutôt c'est le possessif. Enfin ici, c'est un réfléchi, justement, c'est un verbe pronominal. Bon, c'était le S qu'il fallait mettre ici, pas du tout un ce déterminant démonstratif. Et d'ailleurs, s'il est déterminant, c'est déterminant de quoi? Toujours d'un nom, d'accord? Le déterminant, il est souvent en début de groupe nominal.
Donc un CE, je m'attends à le trouver avant un nom. Avant un verbe, je m'attends à trouver un pronom qui vient remplacer le nom. Et donc, ici, un pronom personnel, réfléchi, SE. Cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'ai été. Alors, que j'ai été, je vous écoute. Là-dessus, il ne se peut pas que j'ai été la femme de celui qui a tué ma mère. On finira par tuer ma mère. Mais d'abord, j'ai été la femme. Il ne se peut pas que j'ai été la femme de celui. Comment tu as écrit j'ai été, Jordan? Été et pour été, déjà. Donc, pas de problème, tu as reconnu le participe passé du verbe être. Et tu m'as mis été, et, ok? Et j'ai J'-AI, comme Maria, tu vois, tu n'es pas du tout le seul, comme Sonia, comme un grand nombre d'entre vous, mais vous êtes aussi certains à l'écrire A-I-E. Est-ce que Aurore, est-ce que Amara, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous l'écrivez A-I-E, ce que j'ai été la femme de celui qui a tué ma mère? Qu'est-ce que ça peut bien faire ici? J'ai été, c'est j'ai été content de te voir, tu sais, c'est le verbe être conjugué au passé composé de l'indicatif. Si je te dis j'ai été ravi de te voir, c'est le verbe être. Je suis ravi, verbe être au présent. J'ai été ravi, verbe être au passé composé. Et donc, il n'y a aucun doute à avoir, hein, au passé composé de l'indicatif. J'ai été, ça s'écrit bien, J'-AI, pas de E, été. Mais ici, on n'est pas à l'indicatif, précisément, Amara. Le mode est le subjonctif. Marion, tu as raison. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un subjonctif ici? J'ai posé plein de pourquoi, mais pourquoi le subjonctif et pas l'indicatif dans cette phrase? Il ne se peut pas que j'ai été la femme de celui qui a tué ma mère. Si on vous demande au CRPE ce qu'on vous demande dans 75% des cas lorsqu'on vous interroge sur des formes verbales, on vous demande aussi de justifier leur emploi, de justifier leur valeur, de justifier plus précisément la valeur du temps et peut-être la valeur du mode. Et ici, la valeur du mode, c'est-à-dire pourquoi employer le subjonctif plutôt qu'un indicatif? Pourquoi ne pas dire j'ai été, alors, si je dis j'ai été la femme de mon mari, ou je vais dire j'ai été le mari de ma femme, j'ai été le mari de ma femme, c'est incontestable si ce n'est que je ne suis pas marié et que je vis dans le péché avec ma femme. Mais j'ai été, disons, j'ai été le mari de la femme de celui qui n'a pas tué ma mère. C'est un fait incontestable que je dis à l'indicatif parce que j'en suis sûr et certain. En revanche, il ne se peut pas que j'ai été la femme. Ouais, vous avez vu le que, Akima dit à cause du que, c'est pour ça qu'il y a le subjonctif. Et Nadège dit oui, le que est un marqueur du subjonctif. Tout ça est vrai, mais quel est le sens de ça? Pourquoi le subjonctif plutôt que l'indicatif? Parce que l'indicatif, c'est le mode du réel, c'est le mode de la certitude, c'est le mode de Jordan, merci, tu m'as bien aidé à faire ce live ce soir. C'est le mode de merci, chers amis, d'avoir participé. Vous avez formidablement bien joué le jeu de cette dictée. Vous avez été patient, c'est un fait incontestable. Vous avez subi ma longue introduction historique sur la dictée. C'est incontestable, c'est véridique. Si je dis au contraire, il ne se peut pas que nous nous arrêtions en si bon chemin. Ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on va continuer encore un tout petit peu, que vous allez bien me donner 5 minutes de plus, 10 minutes de plus peut-être pour un dernier super jackpot bonus tiré de la dictée de Mérimée. Je vous ai expliqué la valeur modale ici du subjonctif, c'est l'incertitude ou même on nous parle d'un fait dont on est en train de dire qu'il est impossible. Donc c'est même pas qu'il est incertain, c'est qu'il est impossible. Et ça, on va pas le dire à l'indicatif, on va le dire au subjonctif. Et le que est en effet le signe de ça et appelle le subjonctif, en l'occurrence un subjonctif passé qui commande un auxiliaire avoir, puisque le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir, c'est comme ça, le soleil a rendez-vous avec la lune et le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on va le mettre du coup lui aussi au subjonctif présent, si je veux faire un subjonctif passé, qui est un temps composé du subjonctif, et donc ça va donner j'ai, j, apostrophe, a, i, e. Et je vous donne au passage le dernier mot tuer,
le mot tuer qui est un participe passé. Donc on revient à notre leitmotiv de ce live, le participe passé tuer, participe passé du verbe tuer, conjugué avec quel auxiliaire, puisque c'est un cas simple, je ne vois pas de pronom, je ne vois pas de raison de s'inquiéter et de se référer à quelque chose de très compliqué qui n'existe même plus au tableau. Mais tuer, c'est un participe passé ici conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a un COD? Celui qui a tué qui? Ma mère. Ma mère est placée après le verbe, donc pas d'accord, tout va bien, on reste avec la désinence simple du masculin singulier, tuer et. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voulez la dernière phrase, la phrase de la dictée de Mérimée en bonus pour que ceux qui auraient... Est-ce qu'il y en a qui ont toujours zéro faute? Est-ce qu'il y en a qui n'ont trébuché ni sur l'améthyste, ni sur le pronom, ni sur le participe passé du verbe pronominal? Est-ce qu'il y en a qui n'ont encore fait aucune erreur? Oui, Aurore, oui. Alors, je vous propose une phrase ou deux, une phrase de la dictée de Mérimée pour voir si vous êtes capable de faire comme Metternich qui ne faisait que 3 fautes ou si vous serez plutôt dans les 60 ou 70 fautes, sauf que vous n'aurez pas le temps d'en faire 60 ou 70 parce que, je vous rassure, je vais ne vous lire que la toute première et la dictée. Par contre, entendons-nous bien sur le fait que je ne m'engage absolument pas à expliquer le contenu orthographique de cette phrase. Allez, c'est parti. Pour Catherine, qui a fait 0 faute. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. On y va? Pour parler sans ambiguïté. Je vais faire revenir Jordan. Pour parler sans ambiguïté, virgule. Allez, on y va. Pour parler sans ambiguïté, virgule. Ce dîner à Sainte-Adresse, virgule. Tu prends Jordan en cours de route, c'est pas grave. Pour parler sans ambiguïté, virgule, ce dîner à Sainte-Adresse, virgule, près du Havre, virgule. Malgré les effluves embaumés de la mer, virgule. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau, et les cuisseaux de chevreuil, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'amphitryon. Malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. Point. Fut un vrai guêpier, point. Pour parler sans ambiguïté, je vous laisse vous relire. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. Aïe, 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 j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas entendu la phrase, mais je la donne quand même. Jordan l'a entendu, ça a été un peu trop vite, Jordan? On me dit que j'ai été un peu trop vite, du coup je la relis une dernière fois. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. Aïe, 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 aïe. Facebook, donnez-nous, s'il vous plaît, de la clarté, de la distinction pour une dernière lecture de cette phrase. Après, je vous la donne. On la regarde 2 minutes. Je réponds à vos questions éventuelles et on se dit à bientôt. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre,
malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'Amphitryon, fut un vrai guêpier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici le texte complet de la dictée, vous la retrouverez très facilement en demandant à Google « dictée de Mérimée ». Pour parler sans ambiguïté, le premier piège orthographique, il est là, ambiguïté. Ce mot ambigu, il est terrible parce que selon qu'il est au féminin, c'est-à-dire elle est un peu ambiguë, au masculin, ça va pas s'écrire pareil, je rentre même pas là-dedans, mais notez-vous dans un coin si vous voulez de regarder le mot ambiguïté, dîner. Est-ce que tu avais mis un accent circonflexe, Jordan, sur le i de dîner? Non, bah, alors il faudrait vérifier si ça n'a pas été simplifié par la réforme orthographique de 90. Et si on ne pourrait pas tolérer une absence d'accent circonflexe sur le i de dîner. Hein, vous savez qu'il y a eu une réforme en 90. Au passage, une petite précision, toute référence à la réforme de 1990 a disparu dans les programmes Blanquer. C'est-à-dire que vous vous souvenez, ceux qui étaient là déjà au début du live, je vous ai montré les ajustements de programme de 2018. Vous verrez qu'on restitue l'orthographe pré-réforme avec paraît, par exemple, il paraît que il s'est passé quelque chose de grave, paraît, AI, accent circonflexe, T. Là encore, l'accent circonflexe, l'accent du souvenir. La réforme de 90 disait non, mais on peut simplifier. Eh bien, on les retrouve, ces accents circonflexes, assez souvent dans les programmes de 2018, ce qui me laisse penser que au CRPE, ce sera probablement indifférent de respecter ou non cette réforme, puisque manifestement, il y a un flou. Mais c'est un vrai débat, hein. Moi c'est un débat qui me passionne. Vous regarderez, vous vous souvenez la vidéo, hein. Je vous ai recommandé une très très bonne vidéo, la faute de l'orthographe, vous allez voir, ça va vous faire réfléchir. Mais que ça ne vous décourage pas de préparer le CRPE et d'apprendre à manier la langue, parce que c'est absolument central et indispensable dans notre métier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Près du Havre, il y avait des noms propres. Je ne m'attarde pas, malgré les effluves embaumés de la mer. Apparemment, le mot effluve, toi, tu as mis embaumé comment, Jordan? ES. Bravo, mon vieux, bravo. Les effluves, c'est masculin, et donc, masculin pluriel, ES, c'était un gros piège, malgré les vins de très bons crus. Cru, tu l'as écrit comment? CRU. Eh ben, c'est au pluriel, avec un petit truc, un chapeau. J'ai aucune raison de mettre un chapeau sur le U, mais c'est bien tenté. C'était CRUS qu'il fallait écrire parce qu'apparemment il y a plusieurs bons crus qui sont assemblés ici. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, ça c'est vraiment la saloperie absolue, la peau de banane glissée par Mérimée, parce que cuisseau s'écrit un coup E-A-U-X et un coup O-T-S, et ça ressemble à de l'arbitraire, ça n'en est probablement pas. Il suffirait d'aller voir sur le TLFI ce qu'il en est, d'accord? Le TLFI, vous connaissez, encore plus sexy qu'Eduscol, le TLFI, le trésor de la langue française, informatisé. J'ai perdu ma scène web, je veux juste montrer ça et après je vous laisse, mais voilà. TLFI, retenez bien ces 4 lettres, TLFI, c'est un vrai trésor que je vous donne, et j'ai vu Claire, si tu es toujours parmi nous, que tu t'y référais dans ton corrigé, mais vous voyez, c'est une merveille de dictionnaire. Ne faites pas attention à l'interface où on se croirait revenu dans les années du siècle précédent, mais j'imagine qu'en tapant cuisseau, par exemple, au singulier, je vais avoir tout ce qu'il faut savoir sur le nom, peut-être même des recettes de cuisine, parce que ça n'étonnerait pas qu'il y ait une phrase tirée de Dumas qui nous explique, non, c'est les Goncourt, qui nous parle de 200 tranches d'un cuisseau de veau. Je vais avoir l'étymologie, qui scelle, partie de l'armure. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas aussi arbitraire que ça en a l'air. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la dictée? Les cuisseaux et les cuisseaux, ça c'était vraiment, on l'a dit, le pire truc. Et j'imagine que vous avez probablement trébuché, prodigué. C'est par là que, bon, Amphitryon, on va pas regarder, vous regarderez dans le TLFI, l'histoire palpitante du mot Amphitryon. Le guêpier prend aussi le petit chapeau, Jordan, on l'oublie pas, comme sur le dernier mot, guêpier, le « et ». Ici, c'est un « e » accent circonflexe. Et prodiguer, le son « et », on va finir par là, prodiguer est à nouveau un participe passé du verbe prodiguer. Est-ce qu'il est employé dans une forme verbale? J'ai pas l'impression, je trouve pas d'auxiliaire.
Donc, je ne panique pas, je me dis, c'est sans doute un participe passé employé comme adjectif. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, oui, c'est ça, ça doit être un participe passé employé comme adjectif pour qualifier ce grand groupe nominal, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon. L'adjectif prodigué qualifie les cuisseaux EAUX et les cuisseaux OTS. Et donc, on va très logiquement l'accorder, cet adjectif, puisque c'en est un, avec les noms qu'il qualifie, c'est-à-dire ici du pluriel, du masculin pluriel, et S parce qu'on est dans le cas d'un verbe du premier groupe. Tu te souviens, danser, chanter, marcher, tout ça, c'est quoi la terminaison des verbes du premier groupe? ER, magnifique. Merci Jordan, 1000 fois pour ce live, merci 1000 fois. Vanessa, Tatiana, Amara, Amélie, Maria, Lu, j'espère que ça aura été utile. J'espère que ça vous a donné envie de vous replonger dans les remises à niveau d'Antoine Desjonquers si vous êtes un élève de la team Coquelicot. Si vous ne l'êtes pas, ne tardez pas à vous inscrire. Vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de partir dans cette préparation annuelle. Maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Donc, inscrivez-vous sans tarder. Il y a encore de la place et on sera très heureux de vous accueillir et de vivre avec vous cette aventure passionnante et exaltante qu'est la préparation du CRPE 2020. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, une excellente préparation et je vous souhaite à tous de réussir. Au revoir et à bientôt.